Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, la chaîne spécialisée adaptation de jeux vidéo. Mais aujourd'hui, je vous parle d'une série qui n'est pas en lien avec les jeux vidéo, bien que se déroulant dans un univers d'heroic fantasy. Aujourd'hui, je vous donne enfin mon avis complet, 100% spoiler, sur La Roue du Temps, saison 2. J'ai déjà abordé en détail, épisode par épisode, la saison 1. J'avais commencé à le faire pour la saison 2, fin du mois d'août 2023, mais les imprévus que vous connaissez m'ont empêché de trouver le temps de continuer. Et maintenant, j'ai terminé le visionnage de cette saison 2 et je peux être catégorique. Cette saison 2 est une énorme réussite. Bien supérieure à la saison 1, malgré des défauts qui subsistent et je vais les développer. Mais j'ai dévoré les épisodes de plus d'1 heure chacun. J'ai enchaîné les 4 épisodes restants. J'ai pas vu le temps passer. Franchement, c'est plus soigné visuellement, plus profond dans son développement de personnage, plus rythmé, surtout dans sa deuxième partie, et surtout plus épique au niveau de l'action. Commençons par les points négatifs, comme ça ce sera fait, ce sera abordé, on évacuera et on pourra se pencher sur le positif, mais le négatif, malheureusement, il y en a. Et oui, il y a toujours ce relent de wokisme insupportable, cette inclusivité notamment LGBT pénible, qui n'apporte absolument rien d'intéressant au perso, au scénario, au point d'être évacué du scénario en fin de saison. Cette espèce d'amourette, cette pseudo-amourette entre Moiraine et Siouan, qui, si mes souvenirs des commentaires de la saison 1 sont exacts, n'existe pas dans le livre. Vous me confirmerez dans les commentaires, les lecteurs du livre, vous me direz, mais il me semble que c'est ce que vous m'aviez dit, ça n'existait pas dans les livres, cette relation. De toute façon, on sent que les showrunners, le showrunner Rafe Judkins, il a dû se dire, bon, ça c'était une erreur de saison 1, on n'aurait pas dû, on va très très vite évacuer, on va mettre un terme à cet arc narratif qui ne sert à rien. Et autre point agaçant, et alors là, c'est malheureusement, depuis le début de la saison 1, c'est assez complexe et assez obscur à expliquer, c'est la relation entre les Aes Sedai et leurs champions. On comprend pas, malheureusement, ce lien magique, on ne sait pas si c'est une relation psychologique, affective. Pire encore, c'est parasité par des comportements assez déviants entre les Aes Sedai, et notamment une Aes Sedai, Alanna, et ces deux champions, je dirais ces deux Toy Boys, qui gloussent sous leur tente en train de faire un plan à 3. Ça ne sert à rien du tout. Je vais être vulgaire, je vais dire c'est de la merde. Mais c'est pas l'essentiel de cette saison. Enfin, l'arc narratif le plus faible, c'est celui qui concerne Moiraine et Lan, entre effusion de sentiments dont on ne sait pas vraiment si c'est réellement des sentiments amoureux ou pas, et frustration des persos qui se tournent le dos trop longtemps durant la majorité de la saison. Malheureusement, vous l'aurez compris, la série n'est pas parfaite, elle a des défauts. Mais, ça c'était les points négatifs. En conclure que la série est nulle et dénuée d'intérêt serait une grossière erreur. Je vous le dis, c'est même pas une question de point de vue, ce serait une erreur. Voilà. Parce que non, la série n'a pas que des défauts. Et une fois actés ces défauts, on peut se concentrer sur l'intrigue principale liée au dragon réincarné et aux ténébreux et à ses sbires, ainsi qu'à tout notre groupe de jeunes héros. Et c'est là que la saison révèle ses forces, et elles sont nombreuses. À vrai dire, les forces de la saison m'ont fait presque oublier toutes les faiblesses, tous les défauts. Et je commence par les nouveaux personnages, et le nouveau personnage important de cette saison, Selene, ou plutôt devrais-je dire Lanfear de sa véritable identité. Cette créature des ténèbres réveillée par Ishamael, petite parenthèse, toujours interprétée par l'irréprochable et charismatique acteur libano-suédois Fares, que vous aviez peut-être vu ou découvert comme moi dans les enquêtes du département V. Donc Ishamael, qui va réveiller cette créature qui va s'avérer beaucoup plus complexe dans sa personnalité, Lanfear, qui est destinée à être toujours amoureuse du dragon réincarné, millénaire après millénaire, et qui va jouer un jeu ambigu jusqu'à finalement montrer ses véritables intentions en fin de saison, mais en nous ayant suscité à la fois de la crainte, parce qu'elle peut s'avérer sans pitié et sanguinaire, mais aussi de l'attachement lorsqu'elle fait le bien. Et c'est l'excellente Natasha O'Keeffe, venue tout droit de Peaky Blinders, qui l'interprète magistralement, à la fois sexy et fragile, dangereuse et charismatique. Et c'est un vrai plus durant cette saison.
Vrai personnage, une actrice talentueuse sur laquelle la série s'appuie. Toujours du côté des méchants, on voit débarquer une alliance de dangereux personnages avec la Lady Suroth et son armée, ainsi que le Haut Lord Tourak, toujours plus impitoyable, sanguinaire et dangereux, dont l'ambition les amène à s'entre-déchirer, bien que ce ne soit pas trop développé, mais il y a un véritable sentiment de danger qui se dégage des scènes où ils sont introduits, notamment les scènes avec Lady Suroth. Quant à Liandrin, la Sedai rouge ambiguë en saison 1, elle révèle son vrai visage entre traîtrise et solitude, tristesse, surtout pour des raisons compréhensibles du spectateur puisqu'elle voit son fils vieillir, souffrir, devenir dégénérescent à cause de la maladie, alors qu'elle ne vieillit pas. Et donc c'est un personnage froid, dur d'apparence qui montre sa fragilité qu'on ne lui connaissait pas en saison 1. Du côté de nos héros, difficile de beaucoup développer la personnalité quand on a 5 personnages. Et pourtant, les scénaristes y sont parvenus bien mieux que dans la saison 1, en ajoutant un personnage de plus. Le moins développé, c'est Perrine, qui nous réserve quand même des révélations sur sa nature de loup. Ça donne lieu à des scènes magnifiques, surtout déchirantes avec des loups, notamment la scène la plus déchirante et la plus forte pour le personnage, le sacrifice de son ami loup qui se fait littéralement massacrer à coups de hache dans le bide devant ses yeux pour lui sauver la vie dans le final, dernier épisode de la saison. Ça déclenche la rage de Perrine qui va à son tour massacrer le capitaine responsable de la mort de son loup, ce qui apporte un peu plus de complexité pour la saison suivante puisque le capitaine faisait partie du camp des gentils. Et il a un fils, donc on sent un arc narratif de vengeance qui va se dessiner, peut-être une division entre les personnages du camp des gentils. Malgré tout, j'aurais aimé plus de développement sur sa nature de loup, mais je pense que ça arrivera très probablement dans les saisons suivantes. Passons maintenant, non pas aux 2, mais aux 3 filles du groupe, puisqu'on introduit la princesse Hélène, qui devient novice à la Tour Blanche et va se lier d'amitié avec Hyguen et Nynaeve. Hélène, bien que secondaire, un personnage comme je les adore, mais vraiment, bienveillante, pure, l'amitié indéfectible, plus réfléchie que Nynaeve. Certes, c'est un personnage secondaire, mais elle garde toujours son calme, elle ne s'énerve pas, elle est la bonté incarnée. Nynaeve, qui elle, va avoir le plus gros développement de perso sur la première moitié de saison. Pour être une puissante Aes Sedai, elle va devoir subir une épreuve qui va profondément la marquer et même la changer. Elle va rester enfermée toute une vie dans un monde illusoire qui lui semble réel et va se créer une vie avec mari et fille, une vie apaisée, mais dont elle va se réveiller violemment en voyant toute sa famille se faire tuer devant elle, une famille illusoire. Bien qu'illusoire, ça va lui procurer une douleur réelle avant de revenir dans notre réalité, une réalité où il ne s'est écoulé que quelques jours, donc on pourrait comparer ça à la salle de l'espace et du temps dans Dragon Ball Z pour ceux qui ont lu les mangas. Bon, ça ressemble un petit peu. Le perso est bien travaillé. Zoé Robbins, l'actrice, toujours aussi attachante et charismatique. Et enfin, le dernier perso féminin parmi les jeunes du groupe et aussi mon personnage préféré de la série, et ce depuis la saison précédente, c'est Hyguen, campé par Madeleine Madden. Ce perso est formidable. Franchement, j'aime ce perso. Elle porte la saison. Elle est particulièrement dans la deuxième moitié de saison lorsqu'elle est capturée comme une esclave par les sbires du Ténébreux. Là, on tient le personnage le plus cheaté de la saison, le personnage le plus puissant. Elle m'a donné des frissons, c'était épique. De sa douleur de la voir être déformée physiquement, tellement on la torture, jusqu'à sa libération dans une rage impitoyable. On la voit tenir un échec et prendre le dessus sur Ishamael. C'était impressionnant dans le dernier épisode. C'était puissant. Bref, les mots me manquent. J'ai cru finalement que ce serait elle, le dragon réincarné, tellement elle dégage de puissance. L'actrice est exceptionnelle. Et bien sûr, on n'oublie pas le personnage principal, Rand, le dragon réincarné. D'abord assez mou, assez faible en début de saison, manipulable, naïf dans les griffes de Lanfear, qui elle est réellement amoureuse de lui. Il finit toujours par prendre les bonnes décisions, écouter les bonnes personnes, se montrer sage. Il suit les conseils de Moiraine et pour révéler sa nature de dragon réincarné dans le final, puissant mais pas assez pour venir à bout d'Ishamael tout seul,
Eh bien, la victoire face au mal dans ce récit, c'est une question d'équipe, d'amitié, de sacrifice, mais aussi de rédemption. Et c'est le moment de parler de Matt Cotton, indécis et faible tout au long de la saison, tiraillé, tenté par les ténèbres, poussé à pleinement endosser son rôle de Judas, de traître. On le persuade qu'il ne vaut rien, que son destin est de trahir et de tuer son ami Rand, le dragon réincarné. Et après nous avoir fait douter réellement de sa loyauté, de son courage tout au long de la saison, c'est enfin, en fin de saison, la révélation. Le perso révèle son vrai destin. C'est un héros du passé qui va se souvenir de sa vraie nature, noble, courageuse. Il va s'emparer du corps de Valère, sonner avec, ramener dans la scène la plus épique de toute la saison tous les héros morts au combat de cette saison, des saisons passées et des siècles passés. Ça va le rassurer sur ses vies passées, sur ses vies antérieures. Lui qui va mener la charge décisive contre l'armée des ténèbres. Une bien belle évolution et un retournement de situation qui font de ce perso, qui était le moins intéressant pour moi, désormais un des plus épiques et un des plus courageux. Épique comme toutes les scènes de bataille de la saison qui regorgent de bravoure, d'honneur, de sacrifice, d'entraide, le pouvoir de l'amitié. Bref, une réussite immense appuyée par une réalisation solide, une musique excellente, des décors grandioses, beaucoup qui sont naturels, qui ont été tournés en République tchèque, en Slovénie, en Croatie. D'ailleurs, petite anecdote, Rosamund Pike, qui fait Moiraine, a déménagé dans ces pays pour être sur le tournage avec sa famille proche d'elle. Voilà, donc ça montre son implication dans la série. N'oublions pas les costumes qui sont somptueux, dont on a un soin tout particulier apporté à chaque pièce. C'est du travail d'orfèvre. J'aurais pu vous en parler plus en détail de Moiraine, de sa sœur jouée par l'excellente Lindsay Duncan, de son pouvoir d'Aes Sedai qu'elle retrouve en fin de saison, mais je préfère attendre la saison prochaine. Je vous parlerai plus en détail de ces personnages. Je conclus en vous disant que de toutes les séries qu'on a eues ces dernières années, bien que Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir reste numéro 1 dans mon cœur, ça c'est clair et net, ça fait aucun doute. La Roue du Temps saison 2, c'est ce que j'ai vu de mieux en termes d'Heroic Fantasy, et oui, j'ose le dire, et certains ne seront pas d'accord, mais c'est pas grave. Pour moi, la saison 2 de La Roue du Temps dépasse House of the Dragon saison 1, car contrairement à House of the Dragon, La Roue du Temps saison 2 n'a pas cédé à la violence excessive, à la nudité, malgré son petit côté woke en début de saison, mais s'est concentré sur l'amitié des personnages, les batailles épiques, plus que les complots de palais et de trahison. Mais attention, House of the Dragon, c'est solide, hein. Même si je préfère Game of Thrones pour son mystère et son côté dark fantasy, House of the Dragon, c'est solide. Ici, il y a quand même, dans cette saison 2, de vraies forces comme le casting, les dialogues. J'ai pris beaucoup de plaisir devant La Roue du Temps, saison 2. J'en ai eu des frissons et c'était mal parti avec ces persos à la sexualité assez décadente. Mais ça se conclut de manière épique, loin du militantisme woke de début de saison. Pourvu que ça dure, pourvu que la saison 3 soit sur ses bons rails. Une saison 3 qui ne devrait arriver que fin 2024 ou début 2025. Et en attendant, en matière d'Heroic Fantasy, vous serez gâtés et je vous gâterai aussi sur la chaîne puisque on se retrouvera bien évidemment pour House of the Dragon saison 2 et surtout les Anneaux de Pouvoir saison 2 cet été. Et en attendant, des vidéos sur l'univers Tolkien tout au long de l'année, du lore, voilà, sur les livres, bref, le Silmarillion, vous en verrez un peu plus, et une vidéo notamment qui est d'ores et déjà prête et qui sera sur la chaîne dans pas longtemps. Soyez au rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous connaissez les livres de Robert Jordan, La Roue du Temps. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.